À notre émission de la semaine, nous recevons M. Eric Agbe-Melo, qui est le président de AICA, qui est l'Association internationale des Canadiens d'Afrique. Avec lui, nous parlons naturellement du développement du continent et nous parlons aussi, pourquoi pas, du futur justement de ce beau continent, le continent du soleil. En deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, nous allons faire un tour en plein cœur de Montréal où nous célébrons ici la 37e édition du Festival international Nuit d'Afrique de Montréal. Croyez-le ou non, ils ont cassé la baraque. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. De retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonjour et merci de suivre cette émission. J'espère que vous êtes de bonne humeur. On a le soleil avec nous, évidemment, ainsi que la chaleur. Et oui, ça nous rend heureux, souriants, de bonne humeur. À l'émission, aujourd'hui, nous parlons encore une fois du continent africain et nous parlons d'une organisation qui existe depuis déjà de très nombreuses années. On parle ici de AICA universel et nous recevons Monsieur Agbe-Melo. Monsieur Agbe-Melo, j'ai bien prononcé le nom, j'espère que je ne me trompe pas, qui est le président du conseil d'administration de cette organisation. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai bien prononcé votre nom. Oh, bien sûr. Agbe-Melo. C'est bien ça. Vous avez êtes bien. Originaire du Togo? Du Togo, c'est ça. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Dites-moi, pourquoi la plupart des noms de ces régions, il y a toujours Agbe? Exactement, c'est justement parce que en Afrique de l'Ouest, je dirais que au moment de la séparation de l'Afrique, l'Afrique a été séparée d'une manière où il y a certains, les mêmes peuples se retrouvent dans de différents pays. Donc on a divisé ça comme des vrais morceaux de gâteau, quoi, sans pouvoir tenir compte que c'était des groupes ethniques, des tribus et autres, quoi. Exactement. Donc on trouve Agbe en Côte d'Ivoire, au Ghana aussi, et puis au Togo et au Bénin. Donc c'est les mêmes peuples qui sont sur la côte, oui, qui ont ce nom qui est similaire, qui se ressemble beaucoup. Est-ce que ça a un sens précis, le Agbe? Agbe, oui, ça veut dire la vie. Oh! Ça veut dire Agbe-Melo, ça veut dire le proverbe de la vie. Donc votre nom, c'est le proverbe de la vie. De la vie. Agbe, ça veut dire la vie. Melo, l'eau, ça veut dire le proverbe que nos grands-parents, les sages, disent souvent pour pouvoir accompagner leurs idées, leurs actions. Donc, Agbe-Melo, mais ça veut dire l'intérieur, le proverbe de la vie. Parce qu'on trouve des Agbe aussi au Congo. Ça vous surprend, hein? Oh oui, définitivement. Tu sais, l'Afrique, ça bouge beaucoup. Hein, oui, les Africains bougent. Je me souviens, il y a une de ma tante qui disait que à l'époque où $1, disons un franc congolais était pratiquement $3 américains. Le temps où, comment est-ce qu'il s'appelle, le boxeur, là, le célèbre boxeur Mohamed Ali, oui, est venu... oui. On parle des années 75. Voilà, c'est ça. Précisément. Exactement. Oui. Le combat Mohamed Ali Foreman. Foreman, exactement. Oui. C'était au Congo, hein? Oui, c'était à Kinshasa, exactement. Donc, au stade de Kinshasa. Exactement. Alors, on va revenir à notre interview d'aujourd'hui. Monsieur Agbe-Melo, ça me fait un grand plaisir de vous recevoir. On parle ici d'une organisation qui est très intéressante, qui met l'accent réellement, où l'on parle ici de culture, on parle d'affaires, on parle de beaucoup de choses ici. Exactement. Synthétiquement, AICA universel, pourquoi cet organisme et que faites-vous exactement? Bien. Tout d'abord, AICA universel, donc c'est l'Association internationale des Canadiens d'Afrique. Et puis, je ne veux pas trop aller dans la genèse, comment est-ce que ça a été créé, puisque je suis le président fondateur. Mais je dirais que l'idée m'est venue tout simplement parce que j'ai tout simplement compris que avec l'immigration canadienne, où le Canada reçoit beaucoup d'Africains chez lui, il arriverait un jour où
on aura beaucoup d'Africains qui deviendront des Canadiens. Donc, automatiquement, il doit y avoir un pont qui doit être créé entre le Canada et l'Afrique. Donc, notre association est ce pont. Donc, c'est une association qui fait la promotion du Canada en Afrique et de l'Afrique au Canada. Donc, vous faites en fait les deux côtés. Quand on parle de promotion, on ne parle pas de coopération, n'est-ce pas? On ne parle pas d'aide. On parle vraiment d'affaires, c'est bien ça? Pas seulement ça. Nous sommes une association qui fait de la coopération aussi et qui est aussi dans tout ce qui est culture. En fait, on a 4 départements. Nous avons le département de culture, de l'autonomisation de la femme, de l'autonomisation de la femme, oui, et santé et nutrition, l'environnement et éducation, formation. D'accord. Donc, ça fait que notre action, que ce soit en Afrique, embrasse ces 4 domaines et vice-versa ici au Canada. Nous faisons tout et tout pour élever les Africains qui sont ici, les accompagner quand ils arrivent et nous travaillons à ce qu'ils puissent comprendre les b.a.-ba des réalités canadiennes, bien qu'il y a plusieurs services déjà qui sont sur le terrain, organisés par le Canada et le Québec. Nous allons beaucoup plus en avance pour faire un travail de proximité avec ces Africains qui arrivent ici. Si je dis ces Africains, presque tous les Africains de presque les 54 pays. C'est ce que nous embrassons comme travail envers ces personnes-là. L'Association internationale des Canadiens d'Afrique. Monsieur Agbe-Melo, je vais vous ramener sur un élément pertinent dont on a échangé tout à l'heure et vous m'avez surpris parce que je trouvais votre pensée extrêmement profonde. En parlant de l'homo africain, l'homme africain par rapport au changement, l'homme africain par rapport à notre mode de fonctionnement. En fait, disons les choses, l'homme africain par rapport au développement du continent africain. Il y a un élément, il y a un handicap. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cela? Quand on parle d'habitudes ici, les habitudes, pour un changement précis, pour un développement finalement, puisque moi je rêve, comme beaucoup d'Africains, du développement du continent africain, et j'y crois. Certains me disent, mais mon vieux, oh là là, tu peux toujours rêver. Vous y croyez-vous? Mais, il y a un mais. Vous savez, je ne peux pas me permettre de dire que je ne crois pas. D'autant plus que je ne peux pas me permettre de dire que je ne crois pas. Et pourquoi? Justement parce que je suis un observateur de la vie et de la nature. Je dis la science, la plus vieille science au monde est la science de l'observation. Et c'est sur ça qu'est basé tout développement. C'est ce qu'on voit, qu'on essaye d'imiter. De la même manière dont celui qui a créé l'avion l'avait tout simplement imité en imitant un oiseau pour créer. Donc, toutes nos créations viennent de ce que nous observons autour de nous. Ça, c'est un. Ce qui veut dire que tout être humain qui est sur Terre, qui observe bien, peut, disons, créer ce qu'il observe. Maintenant, le fait de vouloir créer est une chose. Il faut avoir cette volonté. Et maintenant, avoir aussi une volonté est une autre chose. Quand on a la volonté, maintenant, il faut mettre cette volonté en action. Le matérialiser. Matérialiser. Oui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on matérialise quelque chose, avant de matérialiser quelque chose, c'est comme une pensée. Aujourd'hui, toute une grande ville qu'on voit, il y a tout simplement parce qu'il y a une seule personne qui l'a pensé, ou plusieurs personnes qui l'ont pensé et ils l'ont réalisé. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où nous mettons nos pensées en action, il faut absolument que ça soit répétitif pour que ça développe en nous ce que nous appelons comportement. Et un comportement, à force de le faire de la même manière, de se comporter comme ça, ça crée une habitude. Et cette habitude-là nous mène vers ce que nous appelons une personnalité. Et une personnalité, on te dit après que ça devient une seconde nature. Donc ça veut dire ça devient une photocopie de toi. Donc
Au premier moment où tu commences à poser l'action, et cette action-là, tu as mal commencé, tu vas créer une autre copie de toi, mais qui est complètement fausse. Tu vas te conduire vers carrément l'échec. Et complètement vers l'échec. Donc, ce qui veut dire que même en étant adulte, et quand tu t'en rends compte que, ou disons un enfant qui est devenu adulte, qui s'est rendu compte que, comme on le dit, il faut bien s'asseoir pour avoir le colonne vertébrale droit. Donc, si cet enfant-là, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il s'est mal assis durant plusieurs années et ses colonnes vertébrales ne sont pas droites, qu'est-ce qui va arriver? Même s'il a des millions, des milliards, il ne peut pas le changer tout de suite. D'abord, il faut que cet enfant-là prenne conscience qu'il a mal assis, et maintenant, là où il est, il faut maintenant qu'il change son comportement pour refaire... Je vais vous demander de garder cela. On va aller à la pause tout de suite là. Voilà. Et nous revenons tout de suite. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Éric Agbemelo, avec lequel nous parlons justement de ce développement du continent africain, qui est le président de AICA, et je précise ici qui est l'association internationale donc des Canadiens d'Afrique. Je vous laisse continuer. Oui, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye d'aligner mes idées dans une vision d'habitude qui, d'un comportement, devient une habitude devient une personnalité, et une personnalité devient une seconde nature. Donc, ce qui veut dire que, et si aujourd'hui, dans la position dans laquelle l'Afrique se retrouve, il faut que tout changement qui doit se produire au niveau des Africains doit s'inscrire dans cette vision d'une pratique qui doit prendre conscience qu'il faut qu'à partir de tout ce qu'il doit poser comme action, il doit prendre le temps pour le faire et le faire bien. Et c'est là où je parle d'aller chercher la culture d'excellence. Tout à l'heure, vous m'aviez mentionné une phrase très pertinente en me disant, voilà, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, des milliards, peut avoir les diplômes que vous voulez, peut être beau, avoir la grosse baraque que vous voulez, mais s'il n'y a pas cette méthodologie-là de travail, selon vous, ça conduit à l'échec. Alors moi, je fais maintenant cette comparaison avec nos pays africains, parce que c'est vraiment ça qui intéresse notre public et avec moi-même personnellement. Des pays très riches, malgré la colonisation, malgré l'exploitation que les colons ont fait dans ce continent, ce continent est encore riche. La preuve, on a encore cette situation politique dans la plupart des pays que nous avons connus depuis 60, où l'on parle du fait que les accords de coopération entre la France et les pays d'Afrique sont toujours restés les mêmes. Ce qui a bloqué, c'est ça qui a conduit d'ailleurs aux différents coups d'État et qui fait qu'on est comme bloqué actuellement. Alors, ma question est la suivante comme telle. Comment concilier justement les théories que vous avancez là par rapport à la gestion, comment dirais-je, de la plupart de nos pays africains depuis leur accession à l'indépendance? Il me semble que ce que vous avancez est totalement en contradiction par rapport à la réalité, à la méthode de gouvernance dans ces pays, pour la plupart où l'on retrouve, n'est-ce pas, des régimes autoritaires et totalitaires. Je m'arrête là. Je vous laisse parler. Oui, je comprends que c'est vrai que ce que je suis en train d'avancer est en pleine contradiction avec la réalité sur le terrain, ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Ce que je dis est beaucoup plus une prise de conscience, disons, un développement intérieur, un développement personnel ou un développement d'être que nous sommes. Et parce que quand on ne prend pas conscience de ça, on ne peut pas en fait arriver à donner des résultats satisfaisants dans ça. Par contre, de l'autre, qui est un peu paradoxal, bon, qui est un peu différente,
de ce que, comme vous venez de le dire, que c'est différent de ce que nous vivons dans la réalité en Afrique aujourd'hui. Si vous voyez comment l'Afrique fonctionne aujourd'hui, on fonctionne sur la photocopie. On essaye de voir ce que, par exemple, la France a réalisé et on veut faire la même chose. Mmh. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui rend le travail, cette photocopie le travail de cette photocopie difficile est que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir patienter et faire un travail efficace pour que la photocopie soit conforme à l'original. Ce que les Chinois font. Ce que les Chinois font. Mmh. La Chine s'est réveillée, ça fait longtemps. Quelle différence y a-t-il entre les Chinois et nous, justement, dans cette façon de faire? Puisqu'ils étaient des pays pauvres, ils étaient sous-développés. Lorsque Mao a réalisé sa révolution, si vous vous rappelez bien, ce que l'Occident disait, ils sont trop nombreux, c'est son peuple qui va le bouffer. Et il s'est servi de son peuple, justement, pour développer le pays. On gagne moins, mais tout le monde travaille. Exactement. Donc, ce que la Chine a fait, c'est très simple. La Chine a su reconnaître sa force, qui est de capital humain qu'elle avait à l'époque. Donc, comment est-ce que la Chine a pu utiliser ce capital humain? C'est revenu encore de l'autre côté à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, la Chine a discipliné sa population. La Chine a appris à sa population que pour évoluer, il faut travailler, il faut créer l'habitude. Il faut continuer à faire quelque chose répétitivement pour que ça soit ancré dans l'être. Mm-hmm. Et quand c'est ancré dans l'être, ça devient automatique. Et les Européens ont fait ça même avant et après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont mis au travail, tout le monde travaillait, et même si tu vois un peu la Chine, même si un Chinois n'est pas content, il ne fait pas la grève, il ne veut pas rester à la maison. Il met seulement le bandeau, des trucs rouges sur la tête pour montrer qu'il n'est pas content. Oui. Et il continuait à travailler. Mais il y a aussi quand même le Parti communiste. Il ne faut pas non plus... En fait, il y a aussi ce dirigisme, il y a aussi ce coup de matraque. Moi, je dis tout ça, ce ne sont que des mots et des noms qu'on donne à ce que nous appellerons l'être. L'être qu'on peut lui attribuer tout nom qu'on peut aller chercher partout, il est toujours l'être qu'il est. L'intérieur de lui, son comportement, son habitude serait toujours pareil. Ça ne changerait pas. Ses désirs. Donc, c'est peut-être là qu'on arrive à saisir ça, à trouver la clé qui peut l'emmener à s'autodiscipliner dans n'importe quelle chose que ce soit. On finit toujours par avoir un résultat positif. Donc, la Chine, en revenant encore à votre question, la Chine a tout simplement trouvé qu'avoir beaucoup de personnes est un atout, est une force. Maintenant, comment rendre ça un avantage, un atout? Donc, il les a disciplinés et il les a mis au travail. C'est vrai que maintenant, la manière dont il les a mis au travail, cette manière-là, ça peut être apprécié par moi, mais ne pas être apprécié par l'autre. Donc, c'est une question d'appréciation. C'est comme je disais la dernière fois que, écoutez, monsieur Toyota, quand moi je vois la voiture Toyota, je ne vois pas le contenu ou ce que la voiture fait, mais je vois l'ingéniosité du créateur qui est derrière cette création. Mais maintenant, en ce qui concerne le contenu et comment la voiture, tout ça c'est la préférence. Et je peux préférer un Toyota ou préférer une Mercedes. Donc, côté de préférence, ça peut se varier d'un individu à un autre. Ça ne peut pas constituer la base ou le fondement d'une force de développement. Dites-moi, vous allez souvent sur le continent africain, vous faites des va-et-vient. C'est bien ça. Entre votre pays d'origine, entre autres le Togo, et ainsi que d'autres pays d'Afrique. C'est bien ça. Et dans le Canada. Dites-moi, comment ça se passe dans vos rencontres avec les autorités africaines? Quand on a une
telle approche, telle que la vôtre, où l'on parle ici d'une méthodologie quelque part et on parle d'une certaine discipline, mode de fonctionnement. Et vous le savez aussi bien que moi que sur ce continent, quand on parle de théorie et passer de théorie à la pratique, que vous arrivez de l'Amérique du Nord avec, comment dirais-je, avec certaines théories que les gens, comment dire, ne sont pas nécessairement très habitués, parce que là-bas on fonctionne pratico-pratique. Comment les gens vous reçoivent? Est-ce qu'on vous perçoit comme la grosse tête qui débarque en Afrique et qui vient encore nous apprendre des choses? Justement, non, parce que justement, j'ai pu mettre en pratique l'expérience, ma théorie dont je parlais, qui était une habitude. Je vais vous donner l'exemple pratique tout de suite. C'est comme, par exemple, j'ai créé une compagnie une fois en informatique au Togo. Et donc, cette compagnie-là, j'ai engagé au moins 12 personnes qui travaillent avec moi. Mais chaque fois, je trouve que j'ai des conflits avec mes employés parce que mes employés, chaque fois, me disent que eux, ils font la chose bleue. Alors que c'est un exemple, hein, ils font ça bleu, alors que moi, je leur demande de faire ça rouge, de la manière occidentale, par exemple. Alors qu'ils le font bleu, mais bon, ils le font de la manière africaine. Mais comment se fait-il que chaque fois, je leur impose ça? Et pour finir, ça pose problème entre la gestion de l'entreprise. Parce que tu vois tes employés qui sont en contradiction avec ce que tu as envie de leur apporter. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que, en fait, tout ce qu'ils demandent ou tout ce qu'ils proposent, c'est une habitude qu'ils ont acquérie en Afrique depuis longtemps. Et qu'ils veulent garder. Et qu'ils veulent garder. Donc, automatiquement, moi, je suis une seule personne. Je viens dans une entreprise, j'embauche 12. Donc, ça veut dire que 12 contre 1. Donc, comment je vais faire pour qu'ils puissent me comprendre? Donc, j'ai compris que ma théorie est de leur appliquer ou de leur inculquer la théorie d'habitude, de comportement, de personnalité et de seconde nature. Comment je l'ai fait? C'est très simple. J'ai commencé avec une seule personne. J'ai enlevé 11 personnes, j'ai commencé à travailler avec une seule personne. Avec une seule personne, il n'a plus à contredire ce que je dis, puisque c'est lui contre moi. Maintenant, j'ai pris le temps de pouvoir apprendre à cette personne-là tout ce que j'ai appris en Occident. Mais il est content. Maintenant, quand c'est fini, j'étais allé embaucher une deuxième personne. Mais maintenant, c'est maintenant nous deux qui voient les choses de la même manière contre maintenant une seule personne que j'ai mis dans l'entreprise. Donc, cette personne-là est obligée de nous écouter, de nous suivre. Et quand on est devenu 3, j'ai encore embauché une personne. Donc, ça veut dire 3 contre 1. Je vais vous donner un autre exemple concret. Voilà. Ici, à Montréal, je fais une demande d'emploi quelque part dans une organisation structurée et tout ça. Voilà. Passe en entrevue, on me dit, monsieur, vous, qu'est-ce que vous aimeriez, comment est-ce que vous voyez en fait le fonctionnement de notre organisation selon dans vos fonctions à vous? Ma réponse a été, écoutez, pour moi les choses sont simples. J'aime bien qu'on me donne les informations précises et pertinentes en partant. Je veux savoir exactement ce que je fais. Voilà. Et si vous avez une documentation, comment vous le faites? Comme ça, moi, je regarde ce document-là, je peux même l'adapter, peut-être même l'améliorer même selon mes trucs. Mais au moins, je veux savoir comment ça fonctionne. Quand c'est clair, précis et net, il me semble que l'employé n'a pas le choix que de suivre le mode d'emploi parce que les choses sont claires. Mais si vous ne dites rien à vos employés et que les tâches ne sont pas précises, les gens vont même discuter avec vous, voudront même vous contredire. Mais quand c'est clair, précis et net et on explique le pourquoi, selon moi, il me semble que les choses fonctionnent comme de l'eau. À moins que je rêve. Vous, le patron, vous avez l'expérience, vous le savez. Comment ça se passe réellement? Ça ne se passe pas exactement comme ça, c'est ça? Ce que vous venez de dire, c'est comme présenter un étudiant qui dit qu'il est ingénieur en informatique et quand il est venu sur le marché du travail, il s'est rendu compte que, en fait, tout ce qu'il a appris, il n'arrive pas à le pratiquer. Si vous voyez bien ce que vous venez même de dire, si nous rentrons dans une organisation, malgré qu'on a étudié en ressources humaines, on vous engage en tant que directeur de ressources humaines, on vous demande d'abord, est-ce que vous avez l'expérience? L'expérience, c'est quoi? C'est le fait de développer une habitude et de le faire continuellement et que ça devient maintenant ta seconde nature. Parce que le monsieur qui vous engage,
Il ne vous engage pas parce qu'il a un manuel qui est là que vous pouvez lire. Non. Oui, vous pouvez lire le manuel, mais combien de fois vous l'avez lu? Ça, c'est première chose, première question à se demander. Mais maintenant, quand vous l'avez lu plusieurs fois, est-ce que vous avez cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on appelle l'expérience? Le fait que vous développez, vous faites quelque chose continuellement et vous êtes habitué à faire, c'est devenu automatisme et ça va permettre à l'entreprise à produire immédiatement. Alors que si nous avons un livret dans lequel il y a seulement le manuel dont on dit, tu vous donnez à quelqu'un, la personne peut avoir le manuel, s'il n'a pas d'expérience, ça lui prendra, si c'est 6 mois, ça lui prendra 6 mois à lire, mais aussi longtemps que... Je reviens, la pensée et l'action ne se fusionnent pas pour créer une habitude de matérialisation. Tu peux lire plein de choses, ça ne dit rien. Exemple, vous pouvez par exemple lire un livre, un roman, mais l'acteur qui est sur le terrain, qui le fait, sans avoir lu les livres, il est mieux outillé que vous et il le fera efficacement, puisqu'à la fin de la journée, on ne veut pas arrêter seulement sur une pensée. On veut la matérialiser. Mais donc, si tu as engagé des employés, c'est que les employés, à la fin de la journée, matérialisent ce que tu veux. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, je ne dirais pas qui n'étudient plus. Par exemple, ici au Canada, si tu suis bien, le gouvernement fait tout et tout à ce que l'étudiant puisse, au moment qu'il a accès à la théorie, il faut que la pratique suive directement la théorie pour mettre en équilibre le corps et l'esprit et développer ce que nous appelons une habitude de travail. Donc, je reviens encore, j'ai tout simplement compris qu'en Afrique, on se lance d'abord dans les études, on ne sait pas pourquoi même on étudie. Il y en a qui étudient tout simplement parce que le fils du voisin est docteur et moi aussi mon fils doit être docteur. On n'a pas ce qu'on a ici en Occident, ce que nous appelons un conseil d'orientation. Ça veut dire qu'avant même qu'on laisse l'enfant étudier en médecine, on doit savoir s'il y a déjà des carences ou bien de manque de docteurs dans ce domaine-là. Donc, il faut qu'on a ce que nous appelons des conseils d'orientation. On a le département de statistique qui doit faire des études sur le terrain, savoir ce que nous avons réellement besoin. Et c'est dans ça qu'on doit orienter les enfants, on doit orienter les étudiants, on doit orienter même les adultes, les administrateurs. Les professionnels. Les professionnels. Il y a de nombreux Africains et Africaines qui vous découvrent, comme moi-même. Nous sommes très heureux, très enchantés de faire votre connaissance. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui est pertinent? C'est la fin de cette interview. Je vous laisse. Ce qui est pertinent, il y a seulement 2 choses. C'est d'abord une prise de conscience, de savoir que la pensée, la théorie doit toujours fusionner avec l'action pour donner naissance à ce que nous appelons le matériel. Quand la pensée, la théorie est la seule chose qu'on cultive, on restera toujours dans tout ce que nous appelons le rêve. On restera toujours dans des débats théoriques. Et si tu vois bien, émotionnel. Si tu vois bien, on aime bien ça en Afrique. C'est pour cela, j'ai toujours dit, si tu vois bien, les Chinois, ils ne parlent pas. Mais ils agissent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas. Ils parlent à leur manière. Ils parlent à leur manière. Quand on pense, c'est pas nécessairement qu'on doit le dire avant de matérialiser ça. Donc, si tu suis bien, les Chinois même, ils vont même te surprendre parce que tu ne sais même pas ce qu'ils pensent derrière. C'est au moment où c'est matérialisé que tu vas le voir. C'est terminé. C'est là où je donne toujours l'exemple je dis, Dieu est puissant, il peut faire abracadabra pour qu'un enfant naisse. Mais pourtant, il a laissé dans le ventre d'une femme durant 9 mois. Tout doit se faire avec le temps. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames.